Bonjour. 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 Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Technologia. Le sujet de ce matin, les relations entre les élus et l'inspection du travail. Ça, c'est un titre assez grossier parce que c'est un peu plus fin ça. C'est l'inspection du travail, mais également la partie emploi des directions du travail qui s'occupent notamment des PSE. Donc, on va adresser les deux volets avec plutôt une priorité sur l'inspection du travail, mais ne pas occulter la partie emploi. C'est un live un direct qui suit un premier qu'on avait organisé avec Technologia en février dernier, qui portait sur la relation entre les élus et la médecine du travail. Et d'ailleurs, je vais vous mettre rapidement le petit lien qui va bien en notif. Comme ça, vous pouvez retrouver, là, c'est en accès libre, hein, le retour sur le direct du 25 février. Et Richard Le Tourneur, ici présent, qui représente la CGT Socotec, était déjà intervenu, Richard, pour expliquer, toi, tes relations avec la médecine du travail. Et sans surprise, tu es là, Richard, parce que tu entretiens des relations assez poussées avec les corps intermédiaires. Et en toute logique, tu t'emploies à mettre dans la boucle la médecine du travail et tu fais de même avec l'inspection du travail. Tu nous en parleras très rapidement. Donc, merci Technologia de porter cette rencontre, représentée ici par Valentine Brégier. Alors, Valentine, toi, tu es la directrice juridique et RH du groupe Technologia. Donc, merci à toi. Merci à toi, Rodolphe, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de regarder et de participer parfois aussi à tes lives. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Yes, parfait. Et on a donc deux témoignages. Donc, Richard, toi, tu vas représenter, tu vas illustrer comment un élu comment s'appelle, bosse ses dossiers, les prépare et met dans la boucle l'inspection du travail, enfin les directions de l'emploi, les directions du travail, et avec quel retour. Et on a deux anciens agents de l'État, du ministère du Travail. Donc, Jean-Louis Oswald, toi, tu es un ancien inspecteur du travail. Alors, tu es retraité depuis 7 ans, mais pour autant, tu n'as pas lâché complètement les affaires, loin de là. Notamment, tu as eu l'occasion de chroniquer tout le procès France Télécom pour le site Santé au travail, Souffrance au travail. Donc, tu t'es spécialisé sur les RPS, et notamment, tu as aussi une spécialisation en amiante, et ça fera le lien avec Richard qui va nous parler d'amiante. On a Dominique Vendrose. Alors, toi aussi, tu es un ancien inspecteur du travail, mais ensuite, tu as suivi, on va dire, la voie managériale de la filière. Et donc, tu es un ancien directeur départemental du travail en région parisienne, hein, je crois de mémoire sur Paris et sur un autre département. Et justement, avec toi, on va avoir la vision inspection du travail, mais également la vision emploi. Toi, on va dire, tu es directeur du travail honoraire depuis peu, on va dire. Ça fait un an, un peu plus d'un an. Donc, voilà, vous êtes retraité. Mais alors, l'intérêt avec vous, c'est que on va avoir toute la liberté de parole qui va avec. Même si on en parlait précédemment, il y a une certaine liberté de parole qui va avec la fonction notamment du rôle d'inspecteur du travail. Mais on va avoir vraiment votre écho sur un peu la teneur. Qu'est-ce qui fait que les élus peuvent entretenir des relations efficaces, on va dire, avec l'inspection du travail pour avancer sur les dossiers, et comment. Écoutez, moi je suis Rodolphe Hennerlé, je suis le responsable de Miroir Social, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Bienvenue à vous dans la salle, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes plus de 300 inscrits, donc merci à vous. N'hésitez pas à partager vos retours, vos expériences. On les prendra au maximum en compte. Nos intervenants, intervenantes, on les prendront au maximum en compte au fil des interventions. Et on vous a mis un petit sondage qu'on vous propose. Avec deux questions, histoire de prendre la température. Avez-vous initié un échange avec l'inspecteur du travail au cours des 12 derniers mois? Oui, non.
avez-vous un retour de l'inspection du travail sur votre demande? Oui, non. Et je vous invite à y répondre pour qu'on puisse voir un peu d'ici 5 minutes à quoi ça ressemble, pour voir un peu comment on oriente les échanges. Je ne vais pas être plus long, ça fait 2 fois que je le dis et je vais arrêter. Donc, à toi la parole, Valentine. Valentine, on va commencer par Technologia. Vous avez notamment été missionné dans le cadre du dossier, l'affaire, on va dire, du dossier France Télécom, avec la crise suicidaire, entre guillemets, comme on l'a appelé. Et notamment, tu tenais à souligner le rôle important qu'avait eu une inspectrice du travail comme Sylvie Catala sur le dossier, et en toile de fond, pour poser la question de la valorisation nécessaire du rôle de l'inspection du travail et la nécessité de mieux le faire connaître. À toi, Valentine. Merci Rodolphe. Donc pour situer effectivement donc le cabinet Technologia, c'est un cabinet d'expertise habilité à intervenir dans les domaines de la santé et de la sécurité, et également des cabinets d'expertise comptable, des entreprises qui essayent de mettre en lien les salariés et les représentants du personnel à travers des applications numériques. Donc on essaye d'être innovant. Et c'est vrai que quand on a discuté de ce live et en discutant aussi des rapports qu'on peut avoir avec l'inspection du travail, nous, il faut savoir que dans le cadre de nos expertises santé-sécurité, c'est-à-dire tant dans la prévention de la santé et de la sécurité que dans la prévention de l'emploi, dans le cadre de nos expertises comptables, nous sommes amenés, bien évidemment, à rencontrer les inspecteurs du travail qui sont en charge des entreprises dans lesquelles nous intervenons. Et effectivement, je pense que l'affaire qui résume le rôle vital au final de l'inspection du travail, c'est bien l'affaire France Télécom qui, donc tu l'as rappelé, évoque entre 2008 et 2010 une crise suicidaire avec plus d'une trentaine de suicides recensés parmi les salariés. Finalement, c'est l'inspectrice du travail, Sylvie Catala, tu l'as rappelé, qui a permis de transmettre en 2010 au parquet un rapport d'une centaine de pages dans lequel elle matérialisait la mise en danger d'autrui, le harcèlement moral institutionnel. Et ce rapport, ainsi que le rapport Technologia qui est intervenu dans cette affaire, y est pour beaucoup, je pense, dans la condamnation également qui en a suivi. Et ça résume bien aussi le fait que l'inspecteur du travail, quand il intervient, c'est à la fois la conscience du travail réel, mais c'est aussi une institution qui est capable de traduire des souffrances collectives, parfois invisibles, et qui permet finalement d'avoir plus tard, parfois, malheureusement, le temps judiciaire est ce qu'il est, mais plus tard, des responsabilités juridiques importantes dans on va dire le bilan judiciaire qui peut en être tiré. Et effectivement, le paradoxe qui s'ensuit, c'est malgré cette conscience, une chute des moyens relayée par la Cour des comptes. Il me semble qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est assez factuel sur la question, avec finalement des effectifs qui sont en baisse, avec des agents qui sont en diminution numérique par rapport au nombre de millions de salariés en France, et y compris, je crois, par rapport à nos confrères parfois européens. Donc c'est vrai qu'il me semble important de défendre au final, au-delà d'un service public, mais un service public qui est vraiment un acteur et un outil essentiel, à la fois dans la prévention de la santé, de la sécurité, mais aussi dans la prévention de l'emploi, et pas simplement un service de contrôle. Parfait. Parfait. Merci à toi.
Et alors, tu as parlé, on va y revenir sur les moyens, la difficulté, les moyens et également la matière qui est de plus en plus compliquée. Je me permets de faire un petit lien. Là, je vous fais une promo parce que Miroir Social organise des directs. Vous y participez, c'est très bien et c'est super riche et ça nourrit éditorialement Miroir Social. Mais là, je vous fais une petite. Attendez, est-ce que ma promo, est-ce qu'elle fonctionne? Ah. Je la mets là. Simplement, là, tu parles, effectivement, il y a une baisse numérique des moyens. Il y a également une motion qui est une approche aussi qui se complexifie. Par exemple, j'étais Miroir Social, on était présent la semaine dernière à un colloque organisé par l'Institut de formation qui forme les inspecteurs du travail, les inspecteurs du travail, en partenariat avec l'Université de Lyon 3. Et c'était sur la négociation collective. Et il apparaissait, par exemple, et là, c'est le lien vers un article produit par Miroir Social, qui disait, par exemple, sur les problématiques d'égalité professionnelle, c'était des sujets où l'approche du contrôle de conformité atteignait ses limites. C'est-à-dire que là, on était plus dans la nuance, l'interprétation d'indicateurs, etc., etc., et que le travail était beaucoup plus, je ne dis pas que c'est facile pour le reste, mais complexe pour les inspecteurs du travail et les agents de contrôle pour pouvoir appréhender cette matière et que ça ne se bousculait pas au portillon pour se spécialiser là-dessus. Les personnes qui se spécialisaient là-dessus, essentiellement des femmes, eh ben, se voyaient concentrer tous les dossiers d'égalité pro parce que les inspecteurs du travail n'étaient pas forcément les plus à l'aise pour répondre aux sollicitations là-dessus. Pareil sur les RPS. Donc là, je vous ai mis le lien sur le contenu qui a été produit par Miroir Social. C'est un contenu sur abonnement parce que Miroir Social, c'est quand même avant tout une agence d'information, une agence de presse, et donc qui vit aussi ses abonnements. Donc pensez-y. Et je vous invite à découvrir ces contenus que voici. Je me permets de te relancer, Valentine. Quand on encadrait, tu me parlais de. C'est aussi une profession, comme tu disais, qui doit être valorisée. Le ministère s'y emploie et essaye à sa façon de le faire. Tu le disais avec tes mots, mais c'est également une façon qui doit peut-être. On doit réinventer le contrôle. Parce que tu disais, par exemple, Technologia, vous faites des choses sur, par exemple, ce qu'induisent les nouvelles technologies, ce qu'on peut faire avec. Concrètement, par exemple, tu me parlais de contrôle. Comment il fallait réinventer le contrôle à l'ère du télétravail où des salariés télétravaillent et qui sont exposés à des risques et comment, par exemple, ce genre de situation, on pouvait les appréhender. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution du monde du travail qui est sociétale. On en a eu déjà un petit aperçu suite à la crise Covid, qui a permis de voir finalement ce monde du travail basculer dans un monde où la frontière professionnelle et personnelle est de plus en plus on va dire, difficile à cerner. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec un collectif qui peut s'avérer en difficulté, en tout cas par le biais de ces nouveaux modes de télétravail et de travail en dehors du site, en tout cas. Et effectivement, il faudrait, comme le Code du travail d'ailleurs, se saisir des questions numériques, à la fois en termes de communication entre salariés, où le Code du travail est quand même parfois particulièrement, on va dire, ancien et n'a pas évolué en matière de communication numérique, soit en renvoyant l'accord d'entreprise, mais il n'y a pas réglementé, en tout cas ceci, ni la charge, par exemple, mentale au travail. On voit très bien qu'on est toujours sur une charge physique concernant la réglementation du Code du travail. Il n'y a toujours pas de limite finalement et d'outils à proprement parler pratiques pour tout ce qui est, on va dire, psychique. Et aujourd'hui, à travers ces nouveaux modes de travail, on se retrouve avec des salariés qui parfois sont en télétravail et rencontrent finalement la réglementation du travail à domicile. C'est-à-dire que la responsabilité va passer les murs finalement du domicile et l'employeur peut se retrouver depuis quelques années déjà, ça a été reconnu juridiquement, en situation de responsabilité face à un drame, souvent, alors ça peut être un suicide, mais ça peut être aussi un accident de travail mortel à domicile qui peut être requalifié en accident de travail. Alors, non sans difficulté, mais en tout cas, en tout état de cause, ça pose aussi la question
du rôle de l'inspecteur du travail dans ces nouveaux modes de travail, de télétravail. Est-ce qu'on ne peut pas réinventer finalement un lien entre les salariés en télétravail, entre l'employeur et entre les inspecteurs du travail, notamment quand on voit que nous sommes alertés par une hausse des accidents de travail mortels quand même en France, par une sensibilisation particulière sur les risques psychosociaux dans l'entreprise et sur la souffrance morale au travail, sur le fait que parmi les 760 et quelques morts au travail, il y a quand même 33 jeunes de moins de 25 ans. Donc, je pense qu'effectivement, il y a encore à la fois une reconnaissance comme un levier de prévention de ces corps qui représentent l'État et qui donc ne sont pas sans message, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour les salariés. Il est sûrement nécessaire aussi, et je pense que le ministère communique assez largement là-dessus, sur le fait qu'il faille réinventer aussi la relation entre l'inspecteur du travail, l'entreprise et les salariés, pour ne pas voir cette institution comme finalement un gendarme de la réglementation, mais plus un acteur en amont qu'il convient d'aller voir, d'aller rencontrer, qu'il convient d'aller véritablement se présenter tout simplement aussi avant les signaux d'alerte. Justement, ça me permet, Valentine, quand on préparait, tu m'expliquais qu'il y avait, tu parlais, ça comme tu le dis, je reprends tes termes, le lien, ça commence par se présenter sans attendre qu'il y ait un danger grave et imminent pour aller sonner à la porte de l'inspection du travail. Mais tu disais qu'il y avait une peur, quelque part, l'inspection du travail pouvait faire peur à une frange d'élus. Et notamment, je vous invite à intégrer, il y a une question dans la salle qui est importante, hein, c'est la problématique des relations entre les élus et l'inspection du travail, mais dans les entreprises de moins de 200 salariés, dans les PME, tu parlais de moyens, là, la question de la charge pour les inspecteurs du travail par rapport aux PME est vraiment compliquée. Et donc, voilà, dans quelle mesure, pour revenir à ma question, la peur, dans quelle mesure il faut dépasser la peur, il ne faut pas avoir peur d'aller taper à la porte de l'inspection du travail? Alors, c'est vrai que généralement, on a peur de ce qui est méconnu. Et effectivement, si on est frileux, pour reprendre les termes, de saisir l'inspection du travail, c'est généralement par méconnaissance de son rôle, bien souvent. Donc, c'est vrai qu'il est important dans le cadre des formations qu'on peut dispenser auprès des représentants du personnel, mais également dans le cadre de nos expertises que l'on réalise au quotidien auprès des représentants du personnel, des directions, de rappeler finalement le rôle de l'inspection du travail qui est là aussi en- qui est là pour intervenir en matière de prévention, pas seulement en alerte. Et en fait, effectivement, on aura gagné, si je puis dire, si on n'attend pas les dossiers les plus graves. Pourquoi? Parce que des salariés auraient été protégés par ce travail de prévention primaire qui aura été mis en place entre les représentants du personnel, le président du CSE, l'employeur et l'inspecteur du travail, mais également les autres acteurs, hein, qui sont également une autorité de compétence dans le cadre des comités socio-économiques, que sont les agents CARSAT ou CRAMIF ou encore le médecin du travail. Et je pense que ce sont des acteurs avant tout aussi de prévention. Bien souvent, ils sont saisis en cas de gravité, un peu en dernier mot recours. Et c'est dommage. Nous, on invite véritablement à aller à leur rencontre, à les inviter, à, à les faire participer quand cela est possible, quand ça matche au niveau des emplois du temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même cette volonté, puisque normalement, le CSE devrait envoyer son calendrier annuel des réunions à l'inspecteur du travail pour favoriser sa venue. Donc, c'est vrai qu'il est important que chacun le reconnaisse comme un véritable acteur de la prévention de l'emploi et de la santé-sécurité. Pour cela, sûrement, le revaloriser, mais surtout informer dans dans les différents aspects de son rôle et de ses interventions. Souvent, on est étonné qu'il faille saisir à tel ou tel moment l'inspecteur du travail. Et effectivement, ça peut être interprété
Et c'est bien dommage, puisqu'encore une fois, c'est un acte de prévention qui, au-delà de la mémoire juridique, va donner une autorité de compétence en la matière et en matière de réglementation. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait satisfaisant quand on intervient en amont et en prévention. Ok, parfait, Valentine. Tu reprendras la parole. N'hésite pas à reprendre la parole quand tu veux. Alors Richard, à toi la parole. Tu as toujours une. Richard, tu as une contrainte à 1,5, c'est bien ça? Parce que j'avais oublié. Oui, oui, tout toujours. À fait. Bah, vu le temps, je vais dépasser. Non, il n'y a aucun souci. Et je te lance quand même. Je te lance quand même. Avant que tu parles. Toi, tu dis, Valentine parlait, ça commence par dire bonjour. Toi, c'est l'occasion de se présenter. C'est, par exemple, quand tu fais une visite de site, c'est une bonne occasion pour toi. Déjà, rappelons que les représentants du personnel doivent faire en fait des visites d'inspection. Je dis bien doivent faire puisque l'ancien CHSCT n'est plus et a été retranscrit dans le CSE qui intègre la commission SSCT et qui du coup doit demander systématiquement l'autorisation pour faire des choses. Au-delà de la commission SSCT fait des visites d'inspection à espace régulier et à minimum 4 fois l'année. Et dans ces visites d'inspection, déjà au préalable et avant ces visites d'inspection, sur tous les nouveaux élus, je leur conseille, une fois nommés suite aux élections, d'aller se présenter à leur inspecteur du travail, mais aussi à l'inspecteur de la CARSAT et aux médecins du travail, qui, je le rappelle, sont des membres de droit de l'instance. Donc, à ce titre, il n'y a pas de problématique en fait pour leur poser des questions. Ils sont parfaitement intégrés au sein du CSE et il faut le faire vivre. Voilà. Donc, dans le cadre des visites d'inspection préalables où on examine les sites, on rencontre les salariés, on a établi, nous, un grid risques psychosociaux avec la méthodologie GOLAC, les 6 chapitres principaux, de manière à questionner les salariés sur leur lieu de travail sur la base du volontariat. Suite à cela, on rédige effectivement la visite d'agence complète avec la conformité des locaux, la ventilation, éventuellement effectivement les dossiers techniques amiantes, est-ce qu'il y a eu des travaux, etc. Et ça forge en fait les rapports que nous transmettons systématiquement à l'inspection du travail. Mais avant ces inspections de site, nous contactons les inspections du travail. Prochainement, nous serons en fin de mois à Lyon. À Lyon, on connaît déjà l'inspectrice du travail sur place, donc le terrain a déjà été déblayé de ce côté-là. On s'est déjà présenté. On a déjà eu affaire à elle sur des rappels du temps de travail, des plannings obligatoires sur les panneaux d'affichage pour les assistantes avec les horaires variables. Donc, rappelons que l'inspection du travail, comme la CARSAT et comme le médecin du travail, sont des membres de droit de notre CSE et qu'il convient de les intégrer et de s'assurer aussi, parce que ce n'est souvent pas le cas, qu'ils reçoivent les ordres du jour, les convocations aux réunions de CSE et qu'ils reçoivent régulièrement les rapports des CSE, parce que les procès-verbaux des CSE, étonnez-vous un peu, n'arrivent pratiquement jamais aux inspecteurs du travail qui sont membres de droit. Voilà. Ensuite, sur les saisines, d'une manière générale, bon, vous l'aurez compris, moi, je n'ai pas de souci en fait à saisir les inspecteurs du travail parce que je les considère dans la boucle et faisant partie et étant membre du CSE. Les différents leviers, c'est souvent le L2312-59, donc le droit d'alerte, L2312-60, le danger grave et imminent. Dans ce cadre-là, je rappelle qu'il y a en fait un contexte précis, il y a des CERFA qui sont toujours d'actualité, même si le ministère du Travail ne les a pas mis à jour. C'est un petit peu la passerelle avec l'inspecteur du travail. Et lorsque vous n'arrivez pas à trouver un accord avec vos employeurs sur le terrain, eh bien, un PV de désaccord est rédigé. L'inspecteur du travail peut prendre le relais de cette mission. Et l'inspecteur du travail ne peut pas tout faire à la place des élus ou à la place des salariés. Donc, malheureusement, si cela est nécessaire, la saisine du tribunal des prud'hommes ou autre, en fonction des cas rencontrés. Donc, moi, j'ai saisi là récemment sur une même affaire importante, sur fond d'amiante, en fait, plusieurs inspections du travail au niveau national. Je n'ai pas eu les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'en fonction des inspecteurs du travail, la célérité, la réactivité n'est pas la même, le contenu, en fait, n'est pas la même, ou des fois, absence totale de silence. On a une agence, je ne comprends toujours pas, absence de réponse de l'inspection du travail. Pourtant, on envoie les documents par le site France Connect, sur lequel vous envoyez directement toutes les infos et tous vos dossiers en fichier joint à l'adresse mail de votre inspecteur du travail, ce qui vous permet d'avoir un accusé de réception des pièces.
et une transmission. Donc ça, j'insiste aussi, évitez d'envoyer à l'inspection du travail par votre mail direct parce que sinon, vous allez les flouder avec les 5 mégas et il ne recevra pas les informations. Voilà. Donc, une fois cela dit, l'ancien CHSCT n'est plus, le CSE est reconstitué avec une commission SSCT. Je dirais que moi, je me base sur des articles comme le L4121-1 qui rappelle les obligations de l'employeur, le 2 sur les 9 principes généraux de prévention et le 3-1 sur le document unique d'évaluation des risques. Je dirais que sur ces 3 articles, vous pouvez ensuite communiquer avec vos inspections du travail, membres de droit, les agents de la CARSAT jusqu'à la CRAMIF à Paris et médecins du travail. Et si vous parlez la même langue et si le dossier, et si, j'insiste, et si le dossier est préparé en amont, c'est-à-dire que si vous venez effectivement sans rien, c'est un petit peu difficile pour l'inspecteur d'intervenir. Aura-t-il le temps de faire une visite sur site pour aller consigner son rapport ? Peut-être, peut-être pas, en fonction de sa charge de travail. Un dossier préparé, c'est toujours bien. Et je rappelle aussi que le dossier, il n'a pas forcément vocation à être préparé, parce qu'on tombe des fois sur des nouveaux élus et finalement qui ont besoin d'être épaulés, aidés. Et donc, il y a les 2 cas. Voilà. D'une manière générale, je saisis régulièrement l'inspection du travail. Il n'y a pas une semaine sans que je ne la saisisse pas, puisque notre entreprise représente environ 133 sites de France. Notre CSE, malheureusement, est national et on a beaucoup de travail en fait sur ce sujet. Voilà. Je suis juste un petit peu étonné de temps en temps sur la disparité et les types de réponses faites ou pas du tout de réponse, et que ce soit pour l'inspection du travail, comme la CARSAT ou comme les médecins du travail. Voilà ce que je Richard, globalement, alors tu t'étonnes de l'hétérogénéité des réponses par rapport à une même problématique, alors que tu as instruit le dossier de la même façon, on est d'accord? C'est ça? Quelles sont les informations que tu as transmises, quelles étaient clairement ta demande et quels ont été les retours, les réponses? Bon, il y a une agence ou une inspection du travail, il n'y aurait pas de retour, mais les autres, quelles ont été la nature des réponses et par rapport à la demande et comment elle a été étayée, cette demande? Alors, bon, moi, c'est un petit peu particulier parce que d'un point de vue juridique, j'essaye de m'éclairer en fait à gauche et à droite et j'ai quand même l'expérience depuis 2009. Donc, en fait, quand je discute avec une inspection du travail, elle me dit bah, vous n'avez pas besoin de moi, en fait, monsieur le tourneur. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Donc, souvent, l'aide apportée par l'inspectrice ou l'inspecteur du travail, c'est un courrier qu'il envoie directement à ma direction pour rappeler notamment que sur les enquêtes conjointes, c'est sans délai. Sans délai, donc jurisprudentiel, c'est 9 jours maximum. Mais sans délai, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'immédiat. Et souvent, c'est des rappels comme ça qui sont formulés à mon employeur ou des demandes de rappel où je saisis l'inspection du travail alors d'une manière très formelle, c'est-à-dire je vous saisis, Madame l'inspectrice, Monsieur l'inspecteur, en vue de la rédaction d'une lettre d'observation. En effet, les éléments ci-dessus appellent interrogation, et là, je développe les thèmes de manière à ce que l'inspecteur du travail saisit en copie de la direction, ça c'est important, quand on saisit un inspecteur du travail, on saisit notre direction et on saisit l'inspection du travail dans le même mail et on autorise à ce que nos coordonnées soient fournies. Et dans ce cadre-là, je n'ai pas trop de soucis en général avec les inspecteurs du travail et quand je n'ai pas de réponse de leur part, bah, je fais le boulot moi-même de mon côté. Mais effectivement, depuis un certain temps, l'État a fortement réduit les moyens, et que ce soit chez les inspecteurs du travail, que ce soit chez les médecins du travail ou les agents de la CARSAT, on note quand même une grande baisse de moyens et ça nous impacte, nous, en tant qu'élus sur le terrain, parce que quand on défend les salariés, souvent, quand on n'a pas de réponse, on se retrouve un petit peu seul. Voilà, c'est un peu le bémol que je souhaitais apporter à ce live, c'est qu'on a noté que le gouvernement donnait beaucoup moins de moyens aux inspecteurs du travail, ça c'est clair. Merci Richard pour ton écho. Tu vas être, écoute, si tu dois nous quitter, hésite. Merci à toi. Et c'est un peu dommage que tu puisses pas rester avec nous pour rebondir parce que je pense que ça peut amener des réactions dans le chat. Mais en tout cas, merci et à bientôt. Merci à vous. Je reste juste 5 petites minutes. Je vais rejoindre mes camarades qui sont en égo justement sur le DURP et le PapriPacte, puisque le DURP, PapriPacte, le bilan annuel n'a pas été fourni par notre société depuis 5 ans, ce qui n'est pas conforme au Code du travail. Donc là, je vais rejoindre en fait notre expert et si l'entreprise ne fait rien, malheureusement, ce sera une situation juridique qui va en découler. Alors justement, je peux me permettre de te relancer quand même un petit peu. On va dire que quand
il faut se faire entendre de l'inspection du travail, mais il faut se faire aussi entendre au sein de l'instance même. Et on va dire que, par exemple, quand on parle d'amiante, pour voter un risque, pour mettre en place, voter un danger grave et imminent, ben, si tous les élus ils vont pas ensemble et ils votent pas le DGI, ça affaiblit la position par rapport à l'inspection du travail. On est d'accord? Alors, ça l'affaiblit, oui et non, parce que dans l'absolu, dans un CSE, l'idéal est de voter effectivement les droits d'alerte L2312-59 et DGI donc -60. Si le CSE, pour des questions X ou Y, d'ego, c'est ce qu'on rencontre en termes général, d'un point de vue syndical, ils utilisent ça comme levier, alors que ça n'a absolument pas lieu d'être, puisque santé, sécurité, conditions de travail n'ont absolument pas lieu d'être de raisons en fait syndicales. C'est purement des raisons CSE et SSCT. À partir de là, vous actez dans le PV qu'il y a un refus majoritaire. Aucun souci. Dans les 5 minutes qui suivent, je rédige moi-même le L2312-59 ou 60 à la direction et l'article est très clair. Le représentant du personnel déclenche sans délai l'enquête conjointe avec son employeur. Donc, c'est du coup le représentant du personnel qui va aller faire l'enquête au lieu d'être au nom du CSE. Donc, effectivement, c'est moins puissant, mais c'est possible aussi si vous avez une telle contradiction dans vos CSE. Merci à toi pour l'éclairage. J'avais mis mon micro, excuse-moi. À plus. Merci. N'hésitez pas à regarder un peu dans le chat ce qui se dit. Alors, il y avait la problématique des moins de 200, mais alors plus sur le côté que les élus n'étaient pas forcément l'indépendance des élus qui allaient s'adresser à l'inspection du travail. Sous cet angle-là, on verra peut-être avec nos prochains témoignages si ça recouvre aussi une problématique. Moi, je le voyais plutôt sous l'angle des moyens, par rapport au nombre de PME. Voilà. Dominique, à toi la parole. Donc, Dominique, toi, tu es un ancien directeur du travail, directeur départemental du travail. Tu as fait la filière inspecteur du travail, parce que maintenant, on n'est pas obligé d'être passé par la filière inspecteur pour suivre la voie managériale au ministère. Si tu peux nous redresser peut-être un panorama un peu. On a eu l'éclairage avec Richard d'une demande spontanée d'un élu qui met dans la boucle l'inspection du travail, dans l'ordre de ses visites, une démarche proactive de l'élu. Si tu peux nous dresser un panorama sur quand on préparait l'entretien, tu me parlais qu'il y avait des passages obligés. Il y avait des passages plus où c'était le ministère qui invitait les inspecteurs du travail à faire des choses, et puis le côté demande spontanée. À toi. Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Merci aussi aux intervenants précédents parce que je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'ils ont dit sur lesquelles il y a matière effectivement à échange et à discussion. Peut-être juste avant de répondre directement à ta question, Rodolphe, peut-être redire, c'est vrai que là on a pris beaucoup d'exemples en santé, sécurité, conditions de travail qui sont des sujets extrêmement importants, mais effectivement les possibilités entre guillemets de les possibilités de solliciter l'inspection du travail portent sur d'autres sujets. Voilà, des sujets qui peuvent toucher effectivement la réglementation du travail ou le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être aussi en préalable dire, on parle, et là évidemment, des relations entre représentants du personnel d'entreprise et inspection du travail. C'est vrai que de plus en plus, au sein de l'administration du travail, on parle de système en fait, d'inspection du travail, c'est-à-dire que l'interlocuteur privilégié, c'est l'inspecteur du travail, c'est évident. C'est l'interlocuteur le plus courant, aussi bien des salariés que des représentants du personnel. Mais sur un certain nombre de sujets, on aura l'occasion d'y revenir, hein, Rodolphe, mais la représentation du personnel va s'adresser à d'autres acteurs. Ça peut être le directeur, ça peut être les pôles chargés de l'emploi et de l'accompagnement des entreprises. Ça peut être aussi des services régionaux, hein, parce que dans services régionaux, on a des équipes pluridisciplinaires en termes d'ingénieurs de prévention, de médecins inspecteurs du travail. Il n'y en a plus beaucoup, mais enfin, il y en a encore un petit peu. Et voilà, donc on parle plutôt de système d'inspection du travail, même si encore une fois, et c'est l'objet de cette visioconférence, c'est plutôt les relations entre l'inspection du travail
et les représentants du personnel d'entreprise. Parce qu'effectivement, les représentants du personnel, c'est les représentants du personnel d'entreprise, mais c'est aussi les organisations syndicales, les unions départementales, les unions régionales, et il y a tout un système d'échange qui se met en place. On aura l'occasion d'y revenir. Richard y a déjà fait allusion et on l'a aussi dans le chat. Hem, Dans les relations, sont des relations, hein. Donc ça veut dire c'est des relations entre des hommes et des femmes et d'autres hommes et d'autres femmes. Et donc à chaque fois, on a des personnalités, d'un côté comme de l'autre. Dans certains cas, ça marche super bien, dans d'autres cas, ça marche moins bien. Ce qu'il faut regarder, c'est un peu la globalité, aussi, du système et ce que disait Richard, voilà, et sur trois saisines, il y en a 2 où ça marche bien, l'autre sur laquelle il n'a pas de réponse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit que cet inspecteur du travail-là est pas à l'aise avec les questions d'amiante, ça peut être possible. Soit il y a personne en face, parce que la section est vacante, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que voilà, ça renvoie à la question d'effectifs. Alors par rapport à ta question, Rodolphe, ouais, quand on avait préparé, je me dis: «Bon, là, on parle des sollicitations, en fait, des représentants du personnel auprès de l'inspection du travail». Alors, j'avais essayé de réfléchir un petit peu, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je m'étais dit: «Bon, il y a quel type, en fait? Dans quelle situation on se trouve, quand on peut parler de sollicitation?» En d'inspecteur du travail ou de représentant du personnel. Et comme ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, c'est pas un travail scientifique, c'est juste un travail de clarification. J'ai dégagé un peu trois types, en fait, de situations. Alors, je dirais, il y a déjà un 1er type de sollicitation où en fait, c'est pas le représentant du personnel qui va, solliciter l'inspecteur du travail, mais ça va être l'inspecteur du travail qui va solliciter, les représentants du personnel. C'est-à-dire que dans le code du travail, il y a un certain nombre de situations et notamment quand l'inspecteur du travail doit prendre des décisions où il doit recueillir l'avis, des représentants du personnel. Ou plus exactement, des fois, c'est l'employeur qui recueille l'avis des représentations du personnel et qui transmet cet avis-là à l'inspecteur du travail. Mais ça n'empêche pas l'inspecteur du travail, c'est souvent ce qu'il fait d'ailleurs, c'est d'ailleurs de contacter les représentants du personnel pour, se forger, on va dire, son point de vue avant de prendre une décision. Alors, je cite comme ça un certain nombre de situations dans lesquelles on peut se trouver. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui concerne la protection des représentants du personnel. C'est-à-dire que si l'employeur ne peut pas Mmh. licencier un représentant du personnel sans avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Et systématiquement, il va devoir demander l'avis du CSE. Et systématiquement, cet avis doit être transmis à l'inspecteur du travail. Et dans la plus grande majorité des cas, je pense que c'est la pratique, c'est l'inspecteur du travail va contacter, voilà, pour se forger sa décision. Ça peut être le cas dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur, par exemple, où on doit avoir l'avis du CSE. C'est tous les cas où l'inspecteur du travail doit prendre des décisions sur des dérogations à la durée maximale du travail, notamment la durée maximale du travail hebdomadaire, ou d'horaires individualisés, mais c'est aussi, les cas où, il se met en place, des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand une entreprise, enfin, quand des salariés veulent mettre en place, un CSE, par exemple, eh bien, il y a un appel, on va dire, aux organisations syndicales pour négocier le protocole d'accord préélectoral. Alors s'ils arrivent à se mettre d'accord, il y a pas de problème. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, dans certains cas, ça va être le juge. Dans d'autres cas, ça va être l'inspecteur du travail, notamment tout ce qui concerne les questions, de répartition des sièges, entre collèges ou la répartition du personnel dans les collèges. Alors là, quand je dis l'inspection du travail, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, celui qui a le pouvoir dans ce cas-là, c'est l'adresse et souvent, c'est au niveau de la direction justement départementale ou des responsables d'unité de contrôle que se fait l'enquête. Et donc vous voyez, vous avez un certain nombre de cas où en fait, j'allais dire, c'est à l'inspecteur du travail de prendre l'initiative pour aller, chercher en fait l'avis, des représentants du personnel. Donc ça, c'est le premier cas, c'est-à-dire en fait un certain nombre de cas où, l'inspecteur du travail ou plus généralement l'administration du travail est obligé, d'avoir, l'avis, des membres, des représentants du personnel. C'est le cas aussi dans le cadre d'un PSE. On aura l'occasion d'y revenir après, Rodolphe, voilà, mais je le cite déjà pour mémoire.
On pourrait avoir un deuxième type, de situation, c'est les sollicitations c'est dans le cadre où en fait les sollicitations sont suggérées. Voilà, c'est-à-dire, tout à l'heure, Richard, et c'était intéressant, disait, oui les CSE ont le droit, c'est un outil, voilà, c'est un outil pour eux de faire des visites d'entreprise, voilà, et dans le cadre de ces visites d'entreprise ou d'ateliers et cetera, ils peuvent inviter, informer, inviter l'inspecteur du travail, même les faire avec eux. Mais à l'inverse, un inspecteur du travail qui visite une entreprise peut aussi demander à être accompagné par un représentant du personnel, hein. Alors c'est pas forcément beaucoup utilisé, enfin Jean-Louis, je sais pas, il reviendra peut-être, là après on est sur des pratiques un peu individuelles, mais en tout cas, il y a le code du travail prévoit qu'effectivement quand un inspecteur du travail visite une entreprise, grande ou petite, hein, il peut, demander à être accompagné par un représentant du personnel. Là où on a des sollicitations également, qui peuvent être fortement, suggérées, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement même des institutions représentatives du personnel. C'est-à-dire que, hem, on le voit un petit peu dans le chat, hein, où Richard en parlait aussi, hein, le fonctionnement d'un CSE, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein. Heu, soit parce que tous les représentants du personnel sont pas sur la même ligne, sont pas d'accord, soit parce qu'il y a de fortes oppositions, soit aussi parce que le président du CSE, il freine et voire il entrave, le fonctionnement du CSE. Et donc, l'inspecteur du travail a sa propre autonomie. Ça, c'est important aussi. Je pense qu'on y reviendra, Jean-Louis y reviendra sûrement, hein. C'est-à-dire que l'autonomie, de l'inspecteur du travail, c'est prévu par une convention internationale, dite, 81. Voilà, c'est-à-dire que l'inspecteur du travail est autonome dans ce qu'il dé ce qu'il va choisir de faire et les suites qu'il va apporter à ce qu'il a vu ou à ce qu'il a constaté. Et donc, l'inspecteur du travail peut très bien constater effectivement un CSE fonctionne mal et voilà, avant, de peut-être de relever un procès-verbal, ben, va souhaiter, échanger avec les représentants du personnel. Mais inversement, les représentants du personnel qui constatent que leur, CSE ne fonctionne pas correctement peuvent tout à fait aller voir, l'inspecteur du travail pour examiner avec lui, les conditions dans lesquelles il pourrait, mieux fonctionner. Là aussi, on peut avoir des sollicitations qui peuvent être suggérées, c'est quand il y a conflit, hein, quand il y a conflit, je dis pas, conflit de relations individuelles, mais conflit collectif, hein. Conflit collectif, même si c'est pas, complètement, si vous voulez, dans les missions de l'inspection du travail, assez fréquemment, quand il y a conflit collectif, quand les 2 parties sont d'accord, on va demander à l'inspection du travail ou à quelqu'un de l'administration du travail de venir jouer le rôle de conciliateur ou de médiateur pour essayer de trouver une solution. Et puis on a également, je crois que c'était Valentine qui faisait allusion ou dans le chat, mais l'employeur a l'obligation de négocier un certain nombre de sujets, régulièrement et en particulier, bien sûr, il y a tout ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, hein, les négociations annuelles obligatoires, qu'on voit, tout le temps pour, décider de l'augmentation des salaires. Mais aussi on a des questions sur l'égalité femmes-hommes, sur les seniors et cetera et c'est vrai que l'inspecteur du travail, dans le cadre de ces visites, peut constater que l'obligation annuelle de négocier, n'est pas respectée. Bon, alors on peut toujours dire à l'employeur: «Vous êtes obligé de», mais enfin, c'est toujours, moi je trouve, ça c'est plutôt ma pratique, c'est-à-dire que quand il s'agit d'une obligation de négocier, il faut s'assurer que les 2 parties ont envie de négocier, quoi. Donc ça peut être assez intéressant, d'avoir l'avis des représentants du personnel là-dessus, pour avancer. Et puis enfin, il y a les sollicitations qui sont plutôt à la demande, des représentants du personnel. C'est plutôt celle-ci, effectivement qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, je dirais ça commence par les plus simples, c'est-à-dire que, heu, l'administration du travail et l'inspection du travail, dans sa mission, elle a bien sûr une mission de contrôle, mais une mission d'information conseil. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, l'inspecteur du travail est là aussi pour informer, expliquer. On l'a dit tout à l'heure, le code du travail, c'est compliqué. Même si aujourd'hui, voilà, l'internet, les réseaux et cetera permettent de trouver de l'information,
des fois, c'est pas mal d'aller chercher directement, à la source une information sur, est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que je peux faire ça? Et cetera et c'est dans la mission de l'inspecteur du travail de procéder à cette information. Voilà et c'est évidemment, tous les cas, de non-respect de l'employeur de la réglementation. Enfin, Richard en a donné un certain nombre d'exemples, hein, c'est-à-dire, voilà, je rencontre des difficultés, je sais que je suis dans mon droit, enfin, en tout cas que le code du travail me donne le droit. Je n'arrive pas à avancer, l'employeur, se fait obstacle. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Et là, on est presque dans la stratégie ou dans la tactique, hein. Qu'est-ce que je vais faire pour, que, le droit, entre guillemets, des salariés soit respecté? Ou que comment dire? Les situations à risque soient corrigées. Voilà et ça évidemment, on est en plein dans le cœur du sujet. Alors, on voit que c'est très large en fait et qu'il y a plusieurs, différents systèmes. Alors, je terminerai peut-être juste ce 1er propos par, j'allais dire comment est-ce qu'on fait quoi? Comment est-ce qu'on fait? Alors Richard a donné un certain nombre de a donné sa pratique et c'est assez intéressant et bah, du côté, moi ancien en tant qu'ancien inspecteur du travail ou Jean-Louis et cetera, on a chacun des pratiques différentes. Mais j'allais dire, et puis j'ai une autre pratique aujourd'hui là, comme, tu le disais Richard, Rodolphe, je suis retiré, on va dire, je suis en retraite de l'administration du travail, mais j'ai une petite activité, de consultant, et en particulier de formateur de représentants, du personnel. Voilà et alors du coup, pour moi, c'est très, très riche parce que c'est vrai que, bah, j'ai été inspecteur du travail pendant 10 ans au début de ma carrière. Après, j'ai plutôt eu des fonctions soit de formation, soit de direction. Alors je continuais à avoir des représentants du personnel, mais plutôt de très grosses entreprises. Voilà et quand je vais faire, ces formations, je rencontre des représentants du personnel de tout type d'entreprise et alors là où je suis, surpris, c'est en fait, heu, le peu de recours à l'inspection du travail. C'est-à-dire que je sens beaucoup de prévention. C'est-à-dire, souvent, dire: «Mais non, mais ouais, mais non, alors je vais pas aller saisir l'inspecteur du travail parce que peut-être je sais pas faire ou il a autre chose à faire». Mais souvent, c'est aussi: «Ah oui, mais si je saisis l'inspecteur du travail, je vais déclencher une relation difficile avec l'employeur». Parce que je rentre dans un jeu un peu conflictuel, voilà. Alors, j'allais dire, comment dire? Les relations avec l'inspection du travail, je veux dire, c'est ni trop ni trop peu. C'est ni trop ni trop peu. Il faut arriver à trouver le bon, niveau. Si vous êtes tous les matins, dans le bureau de l'inspecteur du travail ou à envoyer des mails, je veux dire, vous allez le submerger, et au bout d'un moment, vous allez peut-être obtenir le résultat inverse. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui, il y a 21 millions de salariés, hein, il y a 2 millions d'établissements, en France. Ça, c'est en augmentation, hein. J'ai les chiffres là dans le dernier bilan, en 2019, il y avait 20 millions de salariés à contrôler, hein, qui rentrent et aujourd'hui, il y en a 21 millions. Donc si vous voulez, en 3-4 ans, il y a 1 million de plus de salariés, et il y a à peu près 200 ou 300 000 entreprises de plus. Si vous mettez ça en correspondance avec les effectifs de contrôle, sans remonter à Mathusalem, si vous voulez, en 2019, je parle en équivalent, temps plein, hein, vous aviez 1 840 inspecteurs du travail en équivalent temps plein. En 2023, vous en aviez 1 707. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il y a 140 inspecteurs du travail de moins. Voilà. Alors certes, ceux qui restent, ils se partagent toutes les entreprises. Mais là où ils en avaient, X, voilà, ils en ont X plus 10 ou plus 20. Donc vous comprendrez et ça c'est pas enfin vous comprendrez, j'allais dire, je c'est plus une donne. C'est-à-dire que si vous sursollicitez, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir en face un inspecteur du travail ou une inspectrice du travail qui va faire des choix en fonction des sollicitations et aussi en fonction du temps qu'elle a. Et donc ça, c'est extrêmement important. Richard le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à intéresser l'inspectrice du travail à votre sujet.
Et alors, lui, il est très fort, hein, vous l'avez compris, il connaît tout, il travaille ses dossiers, il sait ce qu'il demande, et cetera. Alors, j'allais dire, c'est le top des représentants du personnel. La plupart sont pas forcément à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas saisir l'inspecteur du travail, mais ça veut dire que pour avoir un résultat, il va quand même falloir, si vous voulez, que vous arriviez à sensibiliser l'inspecteur du travail sur votre sujet. Voilà. Alors, dans certains cas, ça va être simple. Je veux dire, s'il y a un danger grave et imminent, et cetera, il va vite comprendre. Sur un problématique de fonctionnement, de CSE, si vous voulez, il va quand même regarder à 2 fois, est-ce qu'il a des possibilités ou pas, d'améliorer les choses? Et ça veut dire, est-ce que vous allez être suffisamment en soutien ou pas aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous allez être suffisamment, accrocheur, pour le soutenir dans son travail? Voilà. Enfin, on pourrait dire plein d'autres choses. Rodolphe, je ne vais pas m'éterniser, mais parce que sinon on peut parler des heures. Je sens que t'es parti, Dominique. Je vais me permettre de. Je voulais juste redire ça, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. L'inspecteur ou l'inspectrice du travail aujourd'hui doit faire des choix, voilà, et que donc pour faire ses choix, il le fait en fonction d'un certain nombre de critères qui lui sont propres et en fonction aussi d'informations qui lui remontent du terrain. Et l'information qui lui remonte du terrain, c'est les salariés qu'il rencontre dans des permanences, mais c'est surtout parce que pour lui, le représentant du personnel, il a une valeur supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a la valeur de la parole collective. Donc, ce que va dire un représentant du personnel, d'une certaine manière, a plus de poids dans ses choix qu'un seul salarié. Voilà ce que je voulais dire. Parfait. Merci à toi, Dominique. Je reviens quand même sur je reviens quand même. Tu parlais de sursollicitation d'élus plutôt dans des grosses entreprises. Je fais le schéma, hein, de grosses entreprises d'élus qui n'ont pas mobilisé toutes leurs prérogatives et qui vont taper à la porte de l'inspection du travail, qui vont solliciter. C'est pas forcément le super exemple. Parce que ce qui transpire quand même dans le chat, c'est la problématique des PME et c'est quand même beaucoup de non-réponses. Alors peut-être que les réponses sont mal adressées, peut-être les besoins sont mal tuyautés, mais toujours est-il quand même ce qu'on voit dans le forum, dans le chat, c'est quand même plutôt un constat de non-réponse. Et je recoupe avec le sondage qu'on a lancé. Donc, les résultats, avez-vous initié un échange avec l'inspection du travail au cours des 12 derniers mois? Vous êtes 59%, non, 41% à avoir initié un échange. Et vous êtes les retours. Est-ce qu'il y a eu un retour sur cette demande de l'inspection du travail? Il y a eu un retour dans 29% des cas, dans un tiers des cas. Donc, ça, je ne dis pas que ce n'est pas représentatif en aucun cas. Mais en tout cas, c'est convergent avec ce qui se dit dans le chat sur le fait que je tape à la porte de l'inspection du travail, je n'ai pas la réponse. Après, ça augure pas du fait que c'est carrément de la mauvaise foi. C'est aussi peut-être aussi la question des moyens. Tu en as clairement parlé. Donc, je parle, Valentine, si tu veux intervenir, quand tu veux, hein, n'hésite pas. Avec plaisir, merci. Ouais. Quand tu me fais, tu prends, tu y vas, comme une grande, quand tu le sens. Sinon, je passe la parole. Et merci, Richard, de partager de la ressource dans le chat. Merci à toi. A priori, ils sont un peu en retard, tes collègues. Si tu veux réintervenir, n'hésite pas. Mais vas-y, j'ai coupé ton micro. Ouais, non, Ouais, vas-y. J'avais une dernière intervention à faire et après, malheureusement, je vous quitte parce que le débat est très, très intéressant et très passionnant. Effectivement, j'ai oublié de préciser, moi je suis un ancien membre au niveau de la CRAMIF de Paris, donc du comité de tarification régional bâtiments et travaux publics, et j'ai compris très rapidement en fait que dans les instances, qu'elles soient CARSAT, inspection du travail et médecins du travail, ils avaient en fait des lignes de conduite dans les mandats, et intéressez-vous à ces lignes de conduite parce que si votre inspecteur du travail principalement a pour objectif de s'intéresser aux problèmes de chute de hauteur, aux problèmes d'amiante récemment ou risques psychosociaux, eh bien il sera beaucoup plus enclin à vous écouter. Donc, intéressez-vous et posez la question à vos représentants. Dites-leur qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, quel sujet vous anime, vous, en tant qu'inspection du travail. Il va vous le dire tout de suite. Et si, par chance, ça matche parfaitement avec votre préoccupation du moment, eh ben, il va les prendre en priorité. Voilà, donc juste ne pas oublier, en face de nous, on a des femmes et on a des hommes, et le relationnel dépend de ce que vous mettez derrière et de comment vous les sollicitez. Voilà. Merci. Puis, message, si je peux passé. Rodolphe, rajouter un petit point aussi. Très rapidement. Important. Ouais, très rapidement, mais parce que c'est lié, c'est-à-dire qu'en fait, l'inspecteur du travail, il a la mission, on dit appliquer le code du travail, ok. Mais en fait, dans certains cas, il a juste un rôle d'information et de conseil, et dans d'autres cas, il a des pouvoirs d'agir. Et
comment dire, si vous sollicitez par exemple pour un salaire qui est pas qui est pas à la hauteur ou pas versé, il va peut-être vous donner un conseil, mais ça va être du rôle du conseil de prud'homme pour trancher l'affaire. Si par contre, effectivement, on est sur des risques de chute de hauteur, d'amiante ou de fonctionnement de CSE, ça, c'est des dispositions du code du travail qui ont des sanctions pénales. Voilà. Et là, pour le coup, l'inspecteur du travail a des pouvoirs, voilà, qui sont complètement différents. Donc, ça dépend aussi des types de sollicitations que vous allez avoir. Entendu. Parfait. Jean-Louis, je te passe la parole. Et pour faire la transition, je passe quand même, je renvoie le message d'Elsa dans le chat qui dit, par rapport à la problématique de non-réponse, elle dit, il y avait quelqu'un qui posait la question sur les moins de 200, où il y a des moins de 200 salariés, il y a quand même potentiellement moins d'élus syndiqués, plus des élus sans étiquette. Elsa qui pose la question de dire, on a posé la question, l'inspecteur du travail nous dit on a trop de demandes, et qui répondra que si la demande est adressée par un DS, pas un élu, etc. Ben, j'en sais rien, quelle est la réalité de ça, mais en tout cas, c'est le retour qu'elle a eu. Jean-Louis, donc toi, ancien inspecteur du travail, quelque part jeune inspecteur du travail, parce que tu as eu une vie avant, professionnelle, avant d'être inspecteur du travail à partir de 2000. Donc, tu as eu une vie avant, et ben, quels sont, pour rebondir un peu sur et compléter les propos de Dominique et d'y aller avec ton prisme, comment toi tu vois, fort de ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'une relation avec l'inspection du travail et les élus vont être efficaces pour les deux parties? À toi. Alors, déjà, est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Non? Vous m'entendez? Super. On t'entend, Jean-Louis? Oui? Bon. Ouais. D'accord. Non, parce que tout à l'heure, le micro était allumé en rouge, je ne savais plus trop. Pour finir de me présenter, donc, je suis à la retraite, mais je continue à faire partie du réseau des formateurs de l'INT pour les risques psychosociaux. Donc, j'ai toujours une activité dans ce cadre, et ce qui fait que je me tiens aussi à jour et je participe aussi de façon active à souffrance et travail, et donc avec des sollicitations. Par exemple, en ce moment, je suis avec une avocate sur un dossier d'un salarié sur des risques psychosociaux. Donc voilà. Alors, moi, comment intervient un inspecteur du travail quand il est sollicité par un représentant du personnel? Moi, je dirais qu'il faut d'abord bien comprendre le cadre dans lequel intervient un inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, il est, comme je le disais dans la préparation, c'est pas zéro, hein, il n'intervient pas comme ça de façon inattendue. Il y a un cadre juridique qu'il est obligé de respecter, c'est-à-dire qu'il a un droit d'entrée dans les entreprises, il est autorisé à demander la documentation nécessaire auprès de l'employeur, interroger seul ou accompagner les salariés qui comptent le faire. Voilà, donc, il a un cadre juridique. Donc, pour l'inspection du travail française, ce cadre, il est, on va dire, l'inspection du travail française est généraliste, hein, c'est-à-dire qu'elle touche tous les aspects du Code du travail, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, hein. Il y a des inspections du travail qui sont que sur l'hygiène et sécurité. L'Italie, par exemple, il y a des inspecteurs du travail qui sont que sur les droits sociaux, hein. Voilà, bon, elle est découpée de façon différente. Nous sommes généralistes, c'est-à-dire qu'on doit faire face à l'ensemble des problématiques qui sont posées par le Code du travail. Alors, la Convention 81, comme l'a posé Dominique Vendros tout à l'heure, donne une fonction de contrôle, de conseil à l'inspecteur du travail. C'est deux fonctions essentielles, et de signalement également si on constate qu'il y a des choses qui sont nouvelles et qui méritent une réglementation. Donc, voilà. Alors, je reviens sur la notion de contrôle parce qu'elle est très importante et c'est celle qui va occuper le plus de temps, normalement, de l'inspecteur du travail, de temps dans l'entreprise et de temps pour les suites qui y sont données. Donc, ça permet de tenir compte du temps dont dispose l'inspecteur du travail. Donc, il va intervenir sur
sur un certain nombre de domaines. Donc, la question de contrôle me paraît importante parce que en matière de renseignement, je dirais que le renseignement, pour les employeurs, ils sont souvent, notamment dans les grandes entreprises, soutenus par un arsenal juridique et de conseillers juridiques qui leur permet d'avoir tous les renseignements qu'il faut sans passer par l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail, souvent, il l'utilise pour occuper son temps au détriment de renseignements qu'il pourrait donner aux représentants du personnel et aux représentants des salariés. Après, les représentants des salariés, des grandes entreprises aussi, ont aussi un soutien la plupart du temps, soit d'anciens collègues qui sont formés, puis parfois il y a aussi des avocats qui conseillent également. Mais j'insiste, je reviens sur la question du contrôle, parce que c'est, à part l'inspecteur du travail, personne peut intervenir pour effectuer le contrôle de l'application de la réglementation. Donc, c'est important qu'il ait une partie importante de son temps qui y soit consacrée. Et comme le disait Dominique, si on veut pouvoir avoir une interaction avec l'inspecteur du travail, il faut donc, dans le temps qu'il lui reste pour organiser son travail, savoir l'intéresser. Et je trouvais ça intéressant, et notamment aussi que ça dit notre représentant du personnel, plus Richard. Pardon? Non, Richard. Donc, oui, Richard, pardon, voilà. Ce qu'a dit Richard, c'est-à-dire que quand il arrive avec un dossier qui est assez avancé, ça permet d'entrer plus facilement dans la problématique et apporter la réponse de façon beaucoup plus facile auprès de l'entreprise. Ça nécessite un travail, on va dire, beaucoup plus souple. Alors, quels sont les domaines pour lesquels l'inspecteur du travail peut intervenir? Alors, souvent, on va privilégier les domaines qui sont assortis d'une sanction pénale, parce que pour les autres, ça va être plus de la notion du renseignement juridique, mais ceux qui sont assortis d'une sanction pénale, alors je cite en matière de santé-sécurité, l'amiante, les risques cancérogènes, les chutes de hauteur. Il y a tout ce qui est relatif aux salariés protégés, les risques psychosociaux sur lesquels il peut y avoir des suites pénales. Et puis, voilà en gros les matières du Code du travail sur lesquelles on va pouvoir intervenir, et on pouvoir intervenir pas seulement en matière de renseignement, mais donner une suite qui pourra être celle du contrôle et d'une suite juridique éventuelle. Alors, j'insiste sur le contrôle parce que qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, mais ce qui est important, c'est qu'un inspecteur du travail puisse faire des constats. Quand il fait des constats, ces constats font foi jusqu'à preuve du contraire, et ça a une valeur juridique importante. Si on ne fait pas de constats, alors le constat, c'est ce qu'on va voir sur place quand on se rend dans une entreprise, et puis c'est aussi ce qu'on entend. Donc l'inspecteur du travail a entendu des choses dans un entretien. Quand on n'est plus dans le cadre de la confidentialité, quand on est dans le cadre d'une enquête, et dans ce cadre-là, ça fait partie des constats. Donc c'est important que cette partie soit privilégiée, et ensuite Jean-Louis? voilà. Alors après, oui. Moi, Jean-Louis, moi j'ai une question, peut-être une relance. Peut-être tu parles de contrôle. Dans quelle mesure tu as des exemples qui étayent le fait que les élus ont nourri ton contrôle? Tu me parlais dans le cadrage, par exemple, tu avais dressé un PV un PV sur une discrimination. Ce PV vient du fait que les élus t'ont tuyauté. À toi. Oui, j'allais dire presque toujours. Moi, les représentants du personnel sont les interlocuteurs qu'on voit le plus au niveau de l'inspecteur du travail. On les voit plus que les employeurs et que les autres salariés, parce que dans la plupart des cas, les autres salariés, quand il s'agit de renseignements, ils sont dirigés vers le service des renseignements, alors qui ne répond pas toujours, ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu que sur le site de l'inspection pour l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, il y avait beaucoup de récriminations sur le fait qu'on avait du mal à répondre au téléphone, mais ils reçoivent également les salariés. Donc,
pour l'essentiel, c'est les représentants du personnel qui nous sollicitent et qui nous informent des situations. Et donc, à partir des informations qu'on a reçues, pour la plupart dans la plupart des cas, hein, c'est à partir de ces informations qu'on va effectuer des contrôles. Alors, ce que j'ai expliqué l'autre fois, moi, c'était une salariée que j'avais eu déjà comme salariée protégée, alors ce n'était pas une demande, c'était dans le cadre de l'inaptitude, une contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Avant, c'était l'inspecteur du travail qui avait le pouvoir de contredire l'avis du médecin du travail. Maintenant, ce sont les prud'hommes. Mais dans ce cadre-là, elle m'avait fait part de sa situation, d'une discrimination, et en fonction du congé maternité. Et j'avais tiré le fil, et finalement, il y en avait beaucoup dans l'entreprise, parce que j'ai eu d'autres représentants du personnel qui s'étaient plaints de la même chose. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire une enquête au sein de l'entreprise et de dresser un procès-verbal pour discrimination en raison du congé maternité dans cette entreprise. Donc, le parquet n'a pas suivi, mais c'est une autre affaire. Pourtant, c'était, je ne veux pas trop me vanter, mais c'était plutôt remarquablement étayé. Et je m'étais servi de beaucoup d'éléments que j'avais trouvés un peu partout. Je t'invite Donc peut-être. voilà. T'as un retour là de Stéphane Lovisa là sur le fait. Lui, il dit, alors on va pas y passer 3 heures, hein, mais ne jamais faire de PV en cas de discrimination. Bon. Oui. Je suis pas tout à fait. Moi j'en ai fait oui. Ouais, Moi non plus, je suis pas d'accord Jean-Louis, si avec ça, tu me mais permets, je suis pas tout à fait d'accord avec cette position parce qu'on n'est pas sur le même sujet. Je veux dire, quand on est au pénal, c'est pas au salarié de prouver ou pas prouver, c'est à l'inspecteur du travail et au procureur de mais- prouver. Voilà, c'est lui qui a la Ok, main, non, mais on c'est va pas le pas salarié. Voilà. vous lancer la Donc, perche. Ok. Et donc, Jean-Louis, et donc, tu as invité après le syndicat à se porter partie civile, c'est ça? Oui, alors après, souvent, quand on fait des procès-verbaux, que les intérêts des salariés sont en jeu, hein. Donc, à chaque fois, on invite les syndicats à se porter partie civile parce que ça appuie la procédure. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'inspecteur du travail qui a constaté quelque chose qui n'allait pas. Et voilà. Alors, le problème, c'est que dans cette entreprise, aucun des syndicats ne s'est porté partie civile parce qu'il y a une forte pression de la part de la direction qui alloue des moyens supplémentaires au-delà, extra-légaux, donc à ces organisations syndicales et qui les menaçait d'en supprimer une partie s'ils les attaquaient en justice. Bon, voilà. Donc il y a toujours parfois ce petit chantage qui existe. Et là, j'ai pas eu, mais il arrive que les syndicats se portent partie civile et puis qu'on puisse aboutir. Par exemple, en matière d'amiante, j'ai engagé, alors c'était pas un procès verbal, c'était un signalement dans une entreprise d'ascenseurs. J'ai encore été entendu par la police l'année dernière dans le cadre de cette procédure, puisque les syndicats s'étaient portés partie civile, tous les syndicats, hein, et donc ça a donné du poids. Et 10 ans plus tard, la procédure était toujours en cours, hein. Donc Entendu. voilà. Alors, Donc, mais c'est important que les deux puissent se combiner. Mais je voulais dire deux autres choses. Il y a deux autres moments auxquels on rencontre les représentants du personnel. C'est évidemment dans le cadre des licenciements de salariés protégés. Et puis, alors auparavant, c'était les CHSCT, puis maintenant, c'est donc dans le cadre des CSE. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'on ne peut pas aller à tous les CHSCT et tous les CSE, puisque s'il y en a une cinquantaine, ça paraît physiquement donc impossible. Et puis, en fonction de ce que je vous ai dit précédemment, par rapport au temps qu'on a, on devra faire des choix, et y compris l'ordre du jour sera assez déterminant. Alors, il y a un autre paramètre maintenant qui vient diminuer la présence des inspecteurs au niveau de ces CSE, CHSCT, c'est le délai de convocation. Maintenant, il est de 3 jours. Auparavant, il était de 15 jours. Donc, ça compromet la possibilité de se libérer dans les 3 jours pour pouvoir participer au CSE. Mais ça reste une possibilité, une opportunité de pouvoir se rencontrer et donner des suites ensuite par rapport à ce qui était soulevé. Donc, voilà pour l'essentiel des possibilités qu'il y a. Alors,
Je reviendrai tout à l'heure. Tu voulais poser une autre question? Ouais, Jean-Louis, parce que le temps tourne, je te propose qu'on enchaîne et que tu auras l'occasion de revenir. Et puis, Valentine, n'hésite surtout pas quand tu le sens d'intervenir avant qu'on arrive à l'issue de ce live. Dominique, moi, je te passe la parole sur le fait que, et après, je repasserai la parole à Jean-Louis et peut-être que là, Valentine, tu pourras rebondir. C'est sur le côté, ce que tu me disais. Que depuis le passage en CSE, il y avait, tu notais, toi, moins de visites, moins de la capacité pour les inspecteurs du travail à participer aux réunions du CSE. Ils le faisaient davantage en CHSCT. D'après toi, pourquoi et comment on explique la difficulté plus grande qu'il y a à participer aux réunions de CSE? Bah, Jean-Louis l'a abordé, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé comme inspecteur du travail, il y avait l'instance qui s'appelait le CHSCT. Enfin, moi, je suis arrivé au boulot avec les lois Auroux, hein, et les lois Auroux, elles ont créé en particulier le CHSCT. Et donc, c'est une instance particulière, voilà, qui avait son propre calendrier et dans lequel il y avait 3 invités, hein, qui étaient l'inspecteur du travail, l'agent à l'époque de la CRAM, de la CARSAT aujourd'hui, et le médecin du travail. Et dans ma pratique, on allait à peu près à 80% des réunions de CHSCT et systématiquement, il y avait le médecin du travail et il y avait l'agent de la CRAM ou de la CARSAT. Avec les ordonnances de 2017, c'est-à-dire la suppression du CHSCT et la fusion en fait CE-CHSCT, on n'a plus maintenant qu'une commission de santé, sécurité et conditions de travail qui travaille pour le CSE. Voilà. Alors, certes, les inspecteurs du travail, les agents de la CARSAT et les médecins sont toujours invités. C'est moins vrai, d'une part, parce que, comme le disait Jean-Louis, comment dire, les convocations, les invitations, c'est 15 jours avant, et que donc, dans un emploi du temps, si on n'a pas été sensibilisé à l'avance sur un sujet particulier, qui est important, on ne va pas aller, je veux dire, patienter en plus sur un CSE. Ça peut être 2 points à l'ordre du jour en santé sécurité sur tout un tas d'autres points. Donc, je veux dire, ça devient tout simplement impraticable pour un inspecteur du travail. Ça l'est aussi pour les agents de la CARSAT. Moi, les sondages que j'ai faits dans les entreprises, ils ne voient plus les agents de la CARSAT. Ils voient encore un peu les médecins du travail, mais voilà. Mais en tout cas, les inspecteurs du travail, s'ils n'ont pas été auparavant sensibilisés à la question sur un sujet important en termes de santé sécurité, s'ils n'ont pas été informés avant comment dire, que l'invitation parte, ça sera très, très difficile d'assister, quoi. Pour des raisons pratiques, c'est tout. Parfait. Jean-Louis, là-dessus, toi, tu me disais que toi, quand tu étais en poste, tu participais à 2-3 réunions du CHSCT par mois, donc c'est beaucoup. Pour toi, tu as apporté une importance considérable. Et donc, qu'est-ce que ça t'apportait, toi, de participer à ces échanges? Alors, attends, je réactive ton micro parce que je t'avais coupé ton micro, Jean-Louis. Alors, attends, je réactive. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon, là. Attends. Oui, ça devrait être bon, là. C'est C'est bon? bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Alors, évidemment, je participe pas. Comme l'a dit Dominique, on va pas aller user le soleil, hein. On y va dans la mesure où notre présence présente un intérêt, y compris pour les suites qui pourront être données et puis pour l'enjeu qui peut y avoir. Par exemple, là, tout à l'heure, Richard parlait des questions d'amiante. Moi, c'est une question pour laquelle s'il y avait un point de cette nature à l'ordre du jour, j'essayais en tout cas de me libérer pour pouvoir participer à ces questions-là, notamment aussi en matière de risques psychosociaux. Bien que maintenant, c'est quasiment dans toutes les réunions qu'on rencontre les risques psychosociaux, donc ça sera plus compliqué, mais en fonction du contenu. Alors, parfois, les ordres du jour ne sont pas engageants. Par exemple, j'ai été tombé, moi, dans une entreprise, une très grande entreprise, hein, où il y avait eu des suicides et j'étais passé complètement à côté. Et pour quelle raison? Parce qu'ils avaient mis à l'ordre du jour acte auto-agressif d'un salarié. Je n'avais pas fait attention au fait que acte auto-agressif, c'était un suicide. En fait, j'ai regardé la définition, ça n'est pas un suicide, c'est une tentative de suicide, un acte auto-agressif. Mais ils avaient contourné
le fait de devoir attirer mon attention par la formulation des choses. Alors après, quand on est présent dans les réunions, il y a aussi un petit, comment dire, un petit jeu de rôle qui s'effectue durant euh, cette participation. Moi, j'arrivais toujours avec mon code du travail pour rappeler quelle était ma fonction. Je posais sur la table, voilà. Et puis alors, les uns et les autres, les représentants du personnel essayaient de s'appuyer beaucoup sur l'inspecteur du travail pour lui faire dire des choses et l'employeur également pour qu'on confirme que tel ou tel texte qu'il a fait appliquer, c'est bien en conformité avec la loi et que donc les deux représentants du personnel devront le respecter. C'est un petit peu ce jeu qui se joue quand on participe. Donc, voilà, donc on rappelle les règles, mais en tout cas, moi j'essayais aussi de participer quand il y avait des rapports d'experts, notamment sur les risques psychosociaux. Parce que le problème des rapports d'experts, c'est que souvent l'employeur, quand il n'a pas pu faire autrement, il se soumet donc à cette obligation d'expertise. Je parle en matière de risques psychosociaux. Et puis, une fois que c'est terminé, on range le rapport et puis on ne fait plus rien, quoi. Et donc, moi, mon rôle, il était de rappeler à l'employeur que, d'une part, en matière civile, si il ne faisait rien, il avait donc l'obligation de sécurité de résultat qui pouvait être soulevée, puisque il était informé d'une situation dégradée du fait de la nature du rapport, de ce qu'il y avait dans le rapport. Et puis, d'autre part, en matière d'accident du travail, sa responsabilité pouvait également aussi être engagée de cette manière-là. Et aussi en matière pénale, on pouvait s'appuyer sur le sujet s'il y avait des suites. Et donc, ça consistait surtout à ça, mon rôle, et lui demander qu'il prenne des dispositions par rapport souvent aux préconisations qui figurent dans les rapports d'experts, qu'est-ce qu'il comptait faire, et puis faire des rappels par rapport à cette présence. Voilà, c'est en ça que la présence au CSE, CHSCT auparavant pouvait être importante. Mais toujours en matière, quand le contenu et l'ordre du jour sont de nature à nous permettre de donner suite. Alors, Merci Jean-Louis. il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais au niveau du temps, c'est vrai que l'hygiène et la sécurité physique sont souvent les choses pour lesquelles les inspecteurs du travail sont les plus sensibles et plus sollicités. D'une part, parce qu'il y a déjà une obligation, quand il y a un accident grave ou mortel, de présent et d'aller faire une enquête, et puis pour donner les suites juridiques possibles. Et puis parce que historiquement, on a toujours été plus sur les questions d'hygiène et sécurité que sur les autres questions. Préserver l'intégrité physique. Alors, ça évolue peut-être un peu avec les risques psychosociaux, mais ça a un peu de mal. Je suis bien placé pour en parler, vu mon rôle de formateur sur les RPS, et je vois bien qu'il y a des difficultés parmi les agents pour s'approprier le sujet, mais il y a une difficulté qui est due aussi à la matière qui est très chronophage, puisqu'on doit entendre beaucoup de monde et ça prend beaucoup de temps. Et bien évidemment, il faut s'organiser pour tout ça. Alors, moi, je me permets une relance et Jean-Louis, tu me disais, quand on a préparé l'entretien, que Oui. vous êtes force de conseil auprès des élus pour partager les connaissances que vous avez, mais aussi, ça a été l'occasion pour toi d'en apprendre aussi, par exemple, sur une enquête une méthodologie d'enquête qui t'a été quelque part apprise par les élus. C'est dans les deux sens. Vous pouvez également apprendre des élus. Rapidement. Oui, enfin, s'en inspirer en tout cas, s'en inspirer, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes prérogatives. Mais moi, quand j'ai eu ma première enquête suite à un suicide dans une entreprise, il y en avait déjà eu dans cette même entreprise, qui n'est pas France Télécom. Et donc, c'était le CHSCT qui avait commencé à faire une enquête et il s'y était pris de manière assez remarquable. Et donc, sur la manière d'obtenir l'organigramme, l'environnement du salarié, comment les interroger, le type de questions, puisque nous, à l'inspection du travail,
moi, quand j'ai fait ma première enquête au début des années 2000, il y avait zéro comment dire, antériorité. Hein, c'est-à-dire que on n'avait aucune méthodologie, le seul droit existant qu'on aurait pu utiliser, c'était le harcèlement moral, puisqu'il datait de 2002. Hein, il a daté de 2002, le droit sur le harcèlement moral. Et puis l'homicide involontaire que j'ai utilisé dans un certain nombre de situations. Donc on avait zéro et il a fallu tout inventer. Donc comment on organise le propos, parce que ça nous ramène aussi dans les problématiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les suicides sur les lieux de travail ou à partir du travail, c'est quelque chose de récent. Hein. Sinon, on aurait une antériorité, on aurait des méthodologies, et donc on a bien constaté que ce phénomène des risques psychosociaux qui vont jusqu'au suicide, hein, dans les entreprises. Voilà. Et donc, moi, les représentants du personnel, en l'occurrence, qui avaient, eux, commencé à engager l'enquête, puisque le CHSCT et puis le CSE a toujours des prérogatives en la matière, hein, il a un pouvoir d'enquête, ils m'ont permis, hein, de structurer ma propre procédure et puis d'inonder, y compris les services de l'inspection du travail, pour former ensuite les inspecteurs sur le sujet. Donc, c'est important que cette interaction entre les deux institutions, hein, puisse perdurer, puisqu'on a à s'apporter les uns les autres. Merci Jean-Louis, merci à toi. Tu as parlé des rapports d'expertise. C'était une bonne occasion pour vous d'être présent au moment de la restitution. Valentine, dans ton introduction, tu as écouté. Donc, je pense que tu as ta matière à nous restituer pas mal de la substantifique moelle, un peu de ce qui s'est dit, et puis au regard de ton expérience et de ta pratique. Donc, moi, je te lançais, tu avais, en introduction, tu parlais de la relation, comment, dans le cadre de vos rapports d'expertise, vous étiez amené à prendre contact avec l'inspection du travail pour étayer et étoffer vos rapports. Si tu peux prolonger là-dessus et au regard de ce que tu as pu entendre, comment ça résonne à tes oreilles, à toi? Oui, ça vient d'être rappelé. Donc, effectivement, quand on intervient, en tout cas dans les missions d'expertise, et que l'inspection du travail intervient aux côtés de l'expert, ce dont on peut tout de suite s'apercevoir, c'est que ce sont des regards croisés tout à fait essentiels, à la fois pour avoir une vraie mémoire, une vraie autorité par rapport à l'application du droit, mais aussi par rapport à un éclaircissement sur le réel du travail qui nécessite un approfondissement et qui est le travail de l'expert, qui justement est là pour déployer une méthodologie qui est réglementée, qui est bien sûr éprouvée, qui est contrôlée de manière continue. Et donc, c'est vrai que ces deux regards croisés, à la fois le travail de l'expert qui est un approfondissement, hein, d'une étude sur une analyse de travail réel, et aussi l'autorité de compétence lorsqu'il intervient, l'inspecteur du travail. En fait, on se rend tout de suite compte que la prévention et les actions qui vont avec sont complètement décuplées. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de force à l'action et que lorsque des synergies comme celle-ci se déploient, bien évidemment, ça décuple la force de l'action quand elle intervient. Donc, c'est finalement souvent la différence aussi entre une crise qui est souvent maîtrisée et une crise qui est évitable. Lorsqu'on intervient, que ce soit grâce à l'intervention de l'inspection du travail, ça peut être le cas, où on appuie le recours à expertise. Ça peut être aussi dans le cadre de notre mission d'expertise, nous, on entend obligatoirement l'inspecteur du travail, le médecin du travail, l'agent CARSAT. On se nourrit donc de sa connaissance de l'entreprise, de sa connaissance également des salariés et finalement de ces différentes interventions lorsque c'est le cas. Et je rejoins aussi quand même pas mal le chat. C'est vrai, lorsqu'ils nous répondent, nous aussi, hein, en tant qu'experts, encore une fois, on subit bien évidemment la baisse de l'effectif, je pense, de l'inspection du travail. On en a parlé aussi, la baisse budgétaire, alors qu'on se rend compte par ailleurs que ça reste
un acteur qui est complètement pivot de la prévention de la santé, mais aussi de la prévention de l'emploi. On voit aussi que on souffre d'une crise d'attractivité. Donc, c'est vrai, comme beaucoup de secteurs, mais dans un secteur comme celui-ci, c'est quand même il faut s'interroger sur le fait qu'il y a quand même plus de la moitié de candidats en moins. Et je pense que ce dont on a parlé, c'est-à-dire les suites pénales aussi qu'il peut y avoir des interventions des inspecteurs du travail, ne sont pas assez. On va dire que je crois qu'on estime à moins d'un tiers les interventions suivies par le parquet. Donc, on se rend compte que beaucoup ne sont pas suivies au niveau pénal. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi renforcer aussi le volet pénal pour qu'il y ait peut-être plus d'interventions, que ce soit en amont, mais aussi en aval. Alors effectivement, il ne faut pas confondre l'intervention civile et l'intervention pénale. Les deux sont totalement possibles et sont bien deux choses différentes. Hein. Le pénal, c'est vis-à-vis de la société, vis-à-vis des règles communes que nous devons respecter au nom de la République. C'est là le rôle aussi de régulateur social, et c'est un volet de notre démocratie sociale. Quant au droit civil, c'est aussi la réparation des victimes. Donc, ce sont deux volets complètement complémentaires et parallèles. Mais je pense qu'il faudrait peut-être renforcer aussi voilà, le volet pénal, les suites. On voit que ça commence à être renforcé. Il me semble qu'il y a des nouveaux pouvoirs également qui ont été travaillés et qui ont été donnés aux agents de contrôle de l'inspection du travail. C'est une bonne chose. Je crois que l'inspection générale avait chiffré à moins de 1% l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs. Donc, il faut peut-être aussi se les réapproprier, peut-être des besoins aussi en formation par rapport à des nouveaux risques professionnels. Ça a été dit aussi. Effectivement, l'inspecteur du travail et l'expert font un travail qui est complémentaire. On le voit aussi par rapport à l'extension de son rôle, que ce soit dans le cadre des PSE, où on a donné quand même un large rôle au contrôle administratif des licenciements économiques de plus de 10 salariés sur un délai de 30 jours. Donc, ça reste aussi une extension de son rôle. On peut le remarquer également dans tout ce qui est fonction publique. Et n'oublions pas aussi nos agents eux-mêmes. On l'a dit, hein, la fonction de l'inspection du travail a ses propres maux, souffre de son propre mal, de surcharge sûrement, aussi d'appréhension des nouvelles problématiques, des moyens, de ses budgets, on l'a dit. Mais également la fonction publique en général, c'est-à-dire fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. On voit que, par exemple, dans le cadre de la fonction publique hospitalière, on a donné aussi un rôle à l'inspection du travail qui est là pour être, et on remarque d'ailleurs ce rôle un peu de pare-choc social qu'on peut avoir aussi en tant qu'expert, on est là pour aussi assimiler des situations de tension, des situations parfois dramatiques, et on est là pour aiguiller, ça a été dit également, sur un espace solution, sur un espace prévention. Et je pense que ce qui réunit véritablement tout le monde, c'est cette utilité sociale du rôle de l'inspection du travail. Comme nous, on peut se retrouver aussi dans cette utilité sociale du rôle de l'expertise. Ça a été très bien dit, c'est pas… tout commence à la remise du rapport. Hein, quelles sont les suites données aux propositions qui seront reprises par le CSE et qui ont été proposées par l'expert. C'est une décomplexification de la matière. Donc, on est là pour les aider à construire eux-mêmes un plan de prévention qui s'appuie sur la parole des salariés. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux comme souvenir de la loi Auroux, toujours est-il. Donc, en tout cas, ça permet de mettre aussi en responsabilité l'employeur qui se doit de répondre à chaque proposition. Je rappelle qu'il doit y apporter une réponse qui doit être motivée. Il peut la refuser, il peut l'accepter, mais il doit motiver son refus. C'est là où le dialogue social commence finalement et où on construit dans un équilibre qui est ferme, mais un équilibre quand même, le véritable dialogue social, c'est-à-dire la loi de l'entreprise qui se fonde sur la parole du salarié lui-même, à la fois dans la prévention de l'emploi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait stratégiquement
pour sauvegarder notre emploi face à des environnements économiques mouvants, on l'a dit, il y a l'intelligence artificielle, il y a le confinement, le télétravail, donc on est face à des changements d'environnement qui sont quand même fondamentaux. Hein. Ça change beaucoup de choses dans le collectif du travail, dans le sens aussi qu'on donne au travail. Et finalement, dans ce live, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, le rôle de l'inspection du travail, c'est réguler et prévenir, c'est réguler. Et je pense qu'en protégeant l'inspection du travail, ce qu'on protège, c'est véritablement aussi le travail en lui-même, la santé, la sécurité, le maintien dans l'emploi. Donc, on peut, je pense, tout à fait se féliciter, en tout cas, des extensions de pouvoir que ce corps d'État a pu avoir, mais surtout continuer à revaloriser son rôle, continuer à lui donner des moyens, continuer, et je parle d'un rôle sociétal, d'un rôle dans les mentalités aussi de chacun. Je rappelle que les inspections de travail sont des fois soumises à des incivilités eux-mêmes. Il y a eu des agressions, je crois, d'un inspecteur de travail en Corse en 2021, récemment encore à la Foire du Trône, lors d'un contrôle dont on a rappelé l'utilité. Il y a eu, bien sûr, il y a 20 ans, 2 inspecteurs du travail qui ont été malheureusement abattus dans le cadre, encore une fois, de leur fonction. Je pense que ça aussi, c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte pour leur donner les moyens de répondre et de jouer ce rôle, finalement, on l'a très bien rappelé, à la fois de conseil, à la fois de contrôle, à la fois de signalement et de rendre visible ce qui est invisible parfois, et de vraiment jouer son rôle de mémoire du droit et de conscience du travail réel, que ce soit pour les entreprises, pour les salariés, pour les représentants, pour les experts. Je pense qu'on est tous voilà, dans le soutien de cette utilité sociale, et je pense que c'est ce qui a été, ce qu'on peut retenir aujourd'hui de nos débats, c'est que c'est vraiment un métier à protéger, à renforcer et véritablement voilà, à valoriser dans la mentalité aussi de notre avenir, quoi, de nos jeunes. Merci Valentine, merci, et on le voit quand même dans le chat que la connexion, elle se fait pas, elle est loin d'être évidente, et qu'il y a quand même pas mal de non-réponses. On a un peu esquissé le pourquoi du comment, hein, entre la baisse des moyens, la nécessité aussi de trouver les arguments pour pouvoir trouver les réponses, d'avoir trouvé les moyens de bosser en amont, hein, ces dossiers, pour pouvoir dire on a mobilisé les prérogatives qu'on a avant de faire appel à vous. Voilà. Alors, on arrive à la fin. On se laisse 3 minutes pour faire un petit tour de parole. Jean-Louis, Dominique, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez entendu, très rapidement. Jean-Louis? C'est compliqué parce que j'ai pas 1 obligé, million hein. de sujets sur lesquels je vais intervenir. Non, mais j'ai 2 petites. Une première chose à dire déjà, c'est que la question d'accompagner un IT, est-ce que le représentant du personnel, est-ce qu'on le sollicite ou pas? Alors moi, d'un point de vue pratique et ce que j'en ai vu de mes collègues, on est très peu demandeurs d'accompagnement par un représentant du personnel, sauf si on a un intérêt derrière à ce que, par rapport au contrôle qu'on va effectuer, ce que celui-ci soit présent. Hein. Souvent, c'est comme ça qu'on juge utile qu'il nous accompagne. Et puis, c'est compliqué. Quel représentant du personnel veut demander? Parce que quand on rentre dans une entreprise où il y a 5 ou 6 organisations syndicales différentes, où il y a des représentants du personnel ou 15-16 représentants du personnel, lequel va nous accompagner? C'est un petit peu compliqué à gérer ce genre de situation. Donc, c'est quelque chose que souvent on n'utilise pas ou peu. Et puis alors moi, je veux terminer peut-être ça pour dire que c'est important de maintenir ce lien, même s'il est difficile, parce que je suis une fois avec une collègue, on est allé faire un contrôle de nuit dans une entreprise et on est tombé donc dans une entreprise, dans une tour hein, à la Défense. Et avec la collègue, on arrive et donc on tombe sur la sécurité qui voulait pas nous laisser rentrer. Puis finalement, on
on les oblige à nous ouvrir, ils nous ouvrent, et donc ils nous font attendre devant la banque, et puis dit non, non, on ne vous laisse pas aller plus loin. Nous, on savait qu'il y avait des salariés qui travaillaient, donc on voulait aller contrôler leur durée du travail. Et puis, donc, la sécurité s'en va. Et puis, donc, je me penche un petit peu derrière le bureau et je vois une petite note où c'était écrit si un inspecteur du travail ou représentant du personnel se présente dans l'entreprise, surtout ne pas le laisser entrer, ne pas le laisser circuler, appeler dans un premier temps prévenir les DRH. Voilà. Donc, pour vous dire qu'ils mettaient sur le même plan donc, la présence de l'inspecteur du travail et celle du représentant du personnel pour dire que ils ont des moyens, des prérogatives qui peuvent nous causer des ennuis et ne les laissons pas faire. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Et puis, je terminerai, j'inviterai j'ai participé au scénario d'un film qui s'appelle Corporate, que je vous invite à voir parce que, alors, même si dans le contenu, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait déontologique, hein, parce que c'est un film. Cependant, on voit bien un petit peu à quoi consiste le métier d'inspecteur du travail, puisqu'il intervient sur un chantier, dans un CHSCT, et puis il reçoit les salariés dans son bureau. Donc, on a un petit peu les 3 types de situations auxquelles est confronté l'inspecteur du travail d'une façon générale, et ça peut peut-être vous aider c'était suite à un suicide hein, dans ce film, et donc ça va vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci Voilà. Jean-Louis pour le rappel à Corporate. Effectivement, c'est une bonne illustration. Merci à toi. Dominique, rapidement. Oui, très rapidement, parce que Valentine a fait une très belle conclusion, voilà, que je partage complètement. Voilà. Simplement, en un mot, c'est-à-dire je commençais mon intervention en disant la question de la sollicitation, c'est un système. Il y a quelqu'un qui sollicite, il y a quelqu'un qui répond pas, etc. Voilà. Et on a vu que tout n'était pas parfait, c'est sûr. On voit aussi esquisser des pistes, hein, c'est-à-dire que pour solliciter, il faut une bonne sollicitation, et entre ce qui a été dit, ce qui a été dans le chat, il y a plein de solutions, quoi. Ça passe par de la formation, ça passe par la compétence des représentants du personnel, ça passe par la tactique, on va dire, de sensibiliser l'agent de contrôle pour qu'il soit plus attentif dans la masse de choses qu'il a à faire sur votre problématique. Ça passe évidemment de l'autre côté, hein, par les agents de contrôle dans les choix qu'ils font, dans peut-être aussi continuer, je veux dire, à s'appuyer sur la représentation du personnel dans leur activité. Voilà, je pense que c'était l'objet de cette visio, que d'essayer de mieux se comprendre d'un côté et de l'autre, et d'esquisser les pistes pour que ça fonctionne mieux encore. Eh ben, merci à vous d'y avoir contribué, à vous deux, Jean-Louis et à toi. Et Valentine, je te redonne un remot de conclusion. Non, mais écoute, merci à Technologia d'avoir porté cette rencontre, Merci. et synthèse à suivre, à partager. Et voilà, je te laisse la parole. Avec plaisir. Donc, merci Rodolphe, en tout cas, pour avoir organisé ce live. Le sujet, en tout cas, moi, il m'a passionné, que ce soit en amont, en préparation, ou que ce soit pendant le live. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci à tous, en tout cas, d'y avoir participé et de m'y avoir invité. Et je pense que, oui, pour peut-être une conclusion, garder finalement le sens de l'inspection du travail, qui est véritablement la mémoire du droit et la conscience du réel au travail. Donc, je pense qu'on a eu de belles illustrations, et n'hésitez pas, en tout cas, voilà, à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez des questions, j'ai laissé mes coordonnées, je vais les remettre. S'il y a besoin, n'hésitez pas à téléphoner à Technologia. On se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous soutenir si nous le pouvons. En tout cas, ça sera un grand plaisir. Merci en tout cas à Rodolphe. Merci messieurs pour l'échange, et une très belle journée à vous. Merci. Merci. Voilà. Ouais, compte rendu à suivre, comme Merci je beaucoup. disais, et j'annonce le prochain live le 4 novembre. Tout autre sujet, il concerne comment on pose le sujet des allègements de charges et ce que ça représente dans les négociations salariales. Parce que dans beaucoup d'entreprises, ça représente quand même beaucoup. Et les employeurs ont tendance à considérer ça comme un acquis, les allègements de charges et les exonérations de cotisations sociales. Or, à la base, ce n'est pas pensé comme ça. Et ça, c'est une variable à mettre dans la balance en égo et à la peser. Donc, le 4 novembre matin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre participation dans la salle.
N'hésitez pas à prendre contact et à continuer. Et puis voilà, je le redis, compte rendu à suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Je vais beaucoup. couper. À bientôt. Bonne Au journée, revoir. merci. Au revoir. Merci Au encore pour revoir. votre participation active. Je coupe. Zou.